Salut à tous, bienvenue dans Autrement. Grandir et s'identifier, c'est le qui occupe de la place dans nos écrans. Comment ça marche pour les personnes queer? Sex Education, Euphoria, Disney même, de plus en plus de grosses productions prennent le chemin de l'inclusivité en représentant la diversité de genre ou d'orientation sexuelle. La machine semble se mettre en marche dans une certaine mesure et à l'échelle bruxelloise aussi. On vous a repéré quelques extraits. Comment ça va en ce moment? Ça va. Le traitement me fait du bien. Je me sens mieux. Je me présente, je suis Dame Lilibès. Et oui, ce sont des séries, des films avec un ancrage bruxellois qui parlent de personnes queer avec des réalisateurs, réalisatrices qui sont avec nous pour en parler. Caroline Taillet, bonjour. Bonjour. Vous avez co-créé le projet La théorie du Y, on aura l'occasion d'en reparler. En face de vous, Jacques Paulus. Alors vous n'êtes pas réalisateur, mais bien plus co-organisateur du Pink Screen Festival. Le Pink Screen Festival, c'est un festival qui depuis maintenant 22 ans tente de mettre des productions qui parlent de vécu LGBTQIA+, au cinéma à Bruxelles, et on en est à la 21e édition, c'est dans un mois. C'est à partir du 10 novembre. On aura l'occasion d'y revenir, évidemment. Laurent Micheli, bonsoir. On ne vous présente plus, réalisateur de Lola vers la mer, notamment, et puis d'autres projets en cours avec ce film qui traitait de transidentité. C'est assez rare que pour le signaler. On verra comment il évolue. Ça fait 3 ans maintenant que c'est sorti, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, on verra ça tout à l'heure. Et puis, qui est la dernière personne à vous présenter sur le plateau? Vous êtes artiste peintre, mais aussi réalisatrice. Vous êtes ici dans ce cadre-là avec votre projet Extra Nostro. C'est pas la première fois qu'on en parle sur BX1. Ça date aussi d'il y a 3 ans, plus ou moins, le premier lancement. Extra Nostro, c'est une série afro-queer. Alors ici, on parle de personnes peut-être doublement visibilisées. On aura l'occasion d'en reparler. Et on vous avait rencontré à l'époque, vous nous parliez du lancement de votre projet quand vous cherchiez des financements. Regardez. Le personnage principal s'appelle Bibiche. Il travaille dans une agence gay-friendly de billets de voyage. Et autour de lui, il y a un panel de personnages d'orientation sexuelle différente, d'origine différente. Donc c'est assez métissé quand même. Mais quand même, c'est lui le personnage principal. Et débarque un jour Alex, le bel Alex, et Bibiche décide de le conquérir. Ça, c'est le départ. Arrête de regarder comme ça, il va porter plainte pour viol. C'est vrai qu'on a un problème assez accru d'homophobie dans beaucoup de familles noires, donc ça veut dire que ça fait quand même beaucoup de personnes mâles. Et donc il était temps de faire une série qui parle d'eux. Et moi j'ai décidé de le faire avec un ton léger, humoristique, amoureux, jeune, dynamique, pour justement donner un peu d'espoir aussi à tous ces jeunes et moins jeunes. La visibilité est importante, le fait de pouvoir se reconnaître à l'image. Et donc là, il y a, on va dire, toute une communauté, entre guillemets, si je peux appeler ça communauté, qui ne se voit jamais à l'image. En tout cas, surtout ici en Europe. Il y en a un peu aux États-Unis. Il y a quelques web-séries afro-queer. Mais ici, il n'y en a pas. Et voilà, il était temps que ça existe, que ça fait quand même beaucoup de gens, de jeunes qui ont besoin de se voir, qui ont besoin de s'identifier, qui ont besoin de légitimité aussi. Alors à l'époque, 3 épisodes étaient partagés directement sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est quoi l'avenir d'Extra Nostro? Est-ce que vous avez trouvé ces fameux financements pour produire une vraie saison, une vraie série? Ça y est, oui, c'est fait. Donc effectivement, à l'époque, j'ai fait ça en autoproduction et donc c'était difficile de faire une saison complète. J'avais fait 3 épisodes courts. Ça montre aussi l'intérêt qu'ont les ressources financières pour ce genre de projet. Oui, je pense qu'il y a 3 ans, c'était vraiment impossible de trouver de l'aide pour ce genre de projet. Puis le temps a passé, et les esprits s'ouvrent un peu petit à petit. Et donc ça y est, maintenant, je vais pouvoir réaliser une saison complète de 6 épisodes de 30 minutes avec la RTBF. Voilà, donc c'est la RTBF qui a choisi de vous produire pour en faire un format toujours web-série? À voir.
Ah ouais. Ça c'est encore en discussion, on va pas trop en dire évidemment, et parce qu'il y a des négociations en cours j'imagine. Caroline Taillet, vous aussi, votre projet de web-série est passé par la RTBF. À la base, La théorie du Y, c'est une pièce de théâtre, et puis expliquez-nous comment c'est devenu une série à succès avec des millions de vues sur YouTube. Ouais, donc c'était une pièce de théâtre qui s'appelait déjà La théorie du Y, que j'avais écrite quand j'ai fait mon mémoire à l'IAD sur la bisexualité et le théâtre. J'avais cherché des pièces de théâtre qui parlaient de bisexualité. Le centre du fond de la pièce et puis de la série, c'est la bisexualité. Voilà, ça parle de bisexualité. J'avais rien trouvé, donc je me suis dit, allez, je vais essayer de tenter d'écrire une première version de spectacle qui est un peu ce que j'ai à dire moi, parce que c'est en grande partie autobiographique. Voilà. Et puis un producteur qui a vu le spectacle et qui m'a proposé de répondre à un appel à projet de la RTBF des web-séries, c'était en 2016. Et puis c'est le public qui a voté, donc c'est aussi pour dire que la RTBF, a priori, n'a pas non plus choisi de faire la démarche, même si après, au final, ils nous ont bien soutenus. C'est le public qui a voté et qui a fait en sorte qu'on puisse réaliser la première saison, qui a eu beaucoup de succès. Donc on nous a proposé une saison 2 et puis une saison 3. Aujourd'hui, une saison 3. Alors les personnages ont un peu changé pour celles qui connaissent La théorie du Y. Et puis la saison 3 est sortie déjà au printemps. Elle a déjà fait un petit tour. Elle est disponible d'ailleurs sur YouTube, sur Ovio aussi. On va peut-être regarder la bande-d'annonce pour s'ancrer un petit peu dans ces personnages. Et plusieurs thèmes abordés. On parle de bisexualité, mais finalement, la saison 3, ça montre plein d'autres sujets liés à la communauté queer, finalement, qui vivent peut-être leurs relations affectives et sexuelles d'une autre manière. C'est ça que vous mettez en avant, finalement, dans cette saison, Oui, Caroline ? après deux saisons sur la bisexualité féminine avec le personnage principal qui était Anna, et donc qui évoluait aussi plus dans le milieu lesbien, on s'est rendu compte, en parlant en fait autour de nous, que les préjugés sur la bisexualité masculine étaient encore plus forts, et c'était assez difficile. Et donc on s'est dit, allez, on va créer un nouveau personnage qui sera un homme bisexuel, et qui sera en plus en couple avec une femme, et qui aura envie d'explorer son attirance pour les hommes, mais sans pour autant mettre fin à la relation. Mettre fin ou tromper, enfin voilà, en étant honnête avec sa copine. Et donc ça nous permet de parler d'ouverture de couple, de polyamour, qui sont finalement des thématiques peut-être un peu plus abordées dans les communautés LGBT, mais qui peuvent aussi concerner évidemment les hétéros, enfin tous les couples. Donc ça nous a permis d'ouvrir là-dessus. Et puis on a aussi créé un nouveau personnage d'une personne âgée qui est trans. Voilà. C'était quelque chose qui nous tenait aussi beaucoup à cœur. On a aussi Lilibet là qu'on voit à l'écran. Enfin voilà, qui est aussi personnage une personne trans non-binaire qui interprète son propre rôle. Lilibet est drag queen, voilà. Et elle est drag queen aussi dans la série. On la voit comme elle est. C'est une manière de s'ancrer aussi à Bruxelles. Laurent Micheli, quand vous voyez ça, vous, des séries, des web-séries qui... Voilà, vous êtes plutôt dans le cinéma d'auteur. Ici, quand vous voyez des web-séries qui abordent ces questions à Bruxelles, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce que c'est une bonne avancée ? Ah bah carrément, puis j'ai surtout l'impression qu'on fait la même chose, en tout cas qu'on est animé par la même envie et le même besoin, surtout, c'est-à-dire de faire de la place pour nos récits. Et je pense que ça fait depuis longtemps qu'il y a des gens qui essayent de le faire, sauf que là, les portes, à force de taper dedans, elles finissent par s'ouvrir. On finit par avoir nos espaces de plus en plus, et ça, c'est hyper réjouissant. Vous diriez que c'est un bon momentum en ce moment, là, 2022, où vos projets ont commencé il y a quelques années, à tous, finalement, mais on sent qu'il y a vraiment un tournant, là, depuis avant le Covid, après le Covid. Oui, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça me paraît très clair. La place existe de plus en plus. J'ai l'impression qu'au niveau des institutions, on est de plus en plus écoutés aussi. On nous invite parce qu'il y a quelque chose aussi qui est dans l'air du temps, et que je pense que les institutions ont tout intérêt à surfer sur ce qui est dans l'air du temps, et tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde. Les récits prennent la place, les personnages arrivent sur les écrans, et au final, c'est le plus important. Et on essaye, je pense, tous et toutes, de travailler en bonne intelligence avec les institutions, en les mettant aussi face à leurs contradictions, à leurs manques, oui, parce qu'il y a énormément de manques encore. C'est important de le dire, effectivement, les choses avancent, mais il y a encore énormément de boulot, quoi. Oui, tout n'est pas rose et tout. Et aussi, comment représenter cette diversité de genre, d'orientation sexuelle à l'écran. Vous le faites en tant que personne concernée. Comment on le fait quand on n'est pas concerné ? Comment on arrive à le faire avec des garanties que ça ne véhicule pas finalement plus de clichés
qui véhiculeront finalement de la discrimination. Ça, ce sont toutes ces questions. Alors, Jacques Paulus, c'était intéressant pour nous de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui parce que vous avez une vision un peu plus large finalement de comment on représente la communauté queer dans les fictions à travers 20 ans de festival ici à Bruxelles. Alors, la particularité, c'est que le Pink Screens ne montre pas que des productions belges ou encore moins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que vous sentez une évolution ? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui d'aller chercher des productions belges dans votre programmation ? Mais je pense qu'il y a plus de productions belges qu'il n'y avait avant, mais c'est peut-être pas plus facile de les avoir dans une programmation d'un festival parce que ces productions, heureusement d'ailleurs pour elles, sortent en salle, certaines en tout cas sortent en salle assez facilement. Bon, il y a Close de Lucas Don qui sort la semaine prochaine, je crois. Il y a le film de Laurent a été sorti en salle, mais là on l'avait eu en avant-première pour le festival. Mais oui, il y a des ponts qui se font évidemment, Lola vers la mer. Vous, c'était une volonté pour vous, par exemple, que ça passe au festival Pink Screens ? Pour moi, c'était une volonté que le film ait un parcours à la fois dans des festivals généralistes et à la fois dans des festivals queer. Pour moi, c'était le projet dès le départ, c'est-à-dire de faire un récit qui mette en scène des personnages queer et donc de leur vécu et qu'on soit le plus juste et le plus précis possible par rapport à ces personnages et leur vécu, mais qu'en même temps, on ne soit pas dans un cinéma de niche, mais dans un cinéma qui puisse aussi aller cueillir le spectateur plus lambda ou moins concerné par ces questions. Et donc, c'était la volonté aussi dans la distribution, quoi. On va essayer de se souvenir de Lola vers la mer avec quelques images et un extrait choisi de ce film qui parle... Est-ce que vous pouvez le pitcher en quelques secondes C'est l'histoire de Lola qui a 18 ans, qui est en rupture avec sa famille et au moment où sa mère meurt, elle est reconfrontée à son père qu'elle n'a pas vu depuis longtemps et ils vont ensemble vers la mer du Nord, forcer un peu à rentrer dans une bagnole ensemble pour rendre hommage à cette maman décédée. Il y a quelque chose de très juste, c'est la difficulté parfois que peuvent vivre des personnages queer ou trans en particulier face à la masculinité de leur père. On le sent complètement dans le film et puis ça commence à s'ouvrir finalement. Il y a un dialogue qui s'ouvre, qui s'ancre. Ouais. Et il y avait aussi l'idée, pour moi, qui était très important, de ne pas faire de ce personnage de jeune fille trans une victime, mais bien quelqu'un en pouvoir et en rayonnance et en joie par rapport à qui elle est. Elle n'est pas en train de se questionner par rapport à son identité, c'est l'autre qu'elle met en question. C'est Benoît Magibel et Mia Bollars qui interprètent ces deux personnages. Je vous propose de regarder cet extrait où on comprend bien finalement ce que vous nous racontez. Mon père, de transmettre une passion. On voit bien que tu le connaissais pas. Hein. Non, il m'a jamais rien transmis, mon père. À part ce magasin. Quoi ? Rien. Toi, pourquoi tu te marres ? Mais je sais pas. T'imagines pas du tout prof de sport en fait. Pourquoi ? Mais je sais pas, t'as pas le genre. C'est quoi le genre ? Bah, pas ça. Tu parles de mon physique là ? Ah, tu m'aurais connu à 20 ans. C'est ça, rigole. Putain de ma gueule. Quel chemin a fait Lola vers la mer après sa sortie au Pink Screen et puis en festival partout à l'international, dans des festivals queer, dans des festivals généralistes. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, quel parcours, quel bilan vous tracez ? J'en suis plutôt content du bilan. C'est vrai que j'étais un peu anxieux, comme tout le monde, je pense, quand un film sort, mais on ne sait jamais si ça va aller capter l'attention du public. Et en fait, le film a quand même été vendu sur pas mal de territoires. Il y a eu le Covid, donc il y a plein de sorties qui ont été repoussées, retardées. Ça a été évidemment compliqué comme pour tout le monde, mais en même temps, le film est sorti. Ça a duré, quoi, dans la longueur. Ça a duré, ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps le vendeur international du film qui me disait « Mais on continue à nous demander le film en festival, ce qui est rare aussi longtemps après la sortie, parce que ça fait effectivement 3 ans. Donc c'est plutôt réjouissant que ça continue aussi à servir un moment comme matériel aussi de débat, de discussion, parce que je pense que le cinéma, ça sert aussi à ça. Ouais, ça c'est... Débat, construction et puis identification, c'est pour ça qu'on en parle, c'est ça que je disais en début de cette émission, Quisqueya. Vous, ce que vous avez envie dans votre série, et vous le dites, c'est avec un ton léger, on le comprend dans les extraits qu'on a vus,
mais c'est vraiment de pouvoir, en tant que personne noire et queer, se sentir légitimé peut-être dans une production audiovisuelle qui dépasse un certain cadre d'une communauté. Oui, c'est ça, et je pense que quand on se sent légitimé comme ça à travers des films, des séries, du coup on se le sent aussi dans la vie, en fait, et c'est ça qu'il y a derrière aussi, c'est de se dire on a une place dans ce monde, il y a des gens qui nous ressemblent, il y a des gens qui nous comprennent, et aussi, pas seulement ça, mais aussi nos vécus valent la peine d'être vus par tout le monde, comme tu disais, c'est-à-dire que ce sont des récits aussi universels que d'autres, et ils ont le droit d'être sur des grands écrans ou sur la télé nationale et être vus par tout le monde, et espérer que ça touche des personnes aussi hors de la communauté. Donc c'est un peu les deux projets, quoi. Il y a aussi... c'est important de le noter aussi, quand on parle de vécu queer, finalement, à l'écran, ça fait l'objet du scénario. Finalement, c'est le problème, c'est ce qu'on va montrer. Est-ce qu'on pourrait imaginer un cinéma queer post-LGBT où on a un couple homoparental, mais qui n'a rien à voir dans l'intrigue, quoi. Est-ce que ça arrive ? Pour moi, c'est déjà un peu le projet... Enfin, pour la série, je trouve que c'est ça. Ce qui se passe, c'est que on est obligé de parler de ça pour parler du projet, pour comprendre l'importance que ce projet, pour lequel il existe. Et pour qu'il ait des financements. Mais pour qu'il ait des financements, pour dire il est temps qu'on voit toutes sortes de personnes à l'écran. Mais quand on rentre maintenant dans la fiction, on est face à des personnages qui vivent leur vie. Et c'est ça, justement. C'est ça la différence, je pense, des personnes concernées qui créent. Pour l'instant, c'est qu'on parle vraiment de la vie de tous les jours, alors que jusqu'à présent, on a eu un cinéma où on était des sortes d'étiquettes de personnages qui représentent soit de leur couleur, soit de leur orientation sexuelle et qui n'ont pas d'histoire vraiment ou de vrai vécu. Alors je trouve que ça évolue très très vite ces dernières années, et d'une année à l'autre, les choses prennent quand même de plus en plus un ton qui me semble juste, et j'ai aussi vraiment la sensation qu'il y a de plus en plus de place pour ce que tu dis, que ces récits-là, ces personnages-là et leur vécu ne soient pas que autour de leur identité, en fait, le genre sexuel. Caroline Taillet, la bisexualité, typiquement, c'est une orientation sexuelle qui est très peu représentée. Ou alors on va tomber dans des clichés. Ici, c'était votre volonté. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ça change aussi avec le parcours que vous avez fait via la pièce et puis via la série ? Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue sur la bisexualité en tant que telle ? C'est clair que depuis, moi j'ai écrit mon mémoire en 2014, je crois, on a commencé la pièce en 2015 et on a beaucoup été dans des écoles. La pièce on l'a jouée la théorie du grec jusqu'en 2022, donc il y a encore 6 mois on était en train de débattre avec des ados autour de la bisexualité, et maintenant on entend... On entend parfois, mais pourquoi vous parlez encore de ça, tout le monde est bi aujourd'hui. Alors ça me fait plaisir d'entendre ça, même si je ne suis pas tout à fait d'accord et ce n'est pas la majorité. Mais on en a encore aussi aujourd'hui qui nous disent non, mais c'est dégueulasse, c'est pas normal, il faut tuer les homosexuels. Enfin voilà, on entend encore ces choses-là aussi. Donc il y a beaucoup plus de représentation, et en effet de bonnes représentations. Après, il y a encore du boulot. Et moi, justement, par rapport à cette question de nous mettre dans... une niche, c'est encore un problème qu'on rencontre vraiment beaucoup. Oui, on remplit un peu le quota LGBT en faisant une série LGBT, mais ça reste vu que pour ceux que ça concerne, parce que ça les intéresse, et c'est très bien, et je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir des modèles pour lesquels nous identifier, mais il est temps que le grand public comprenne et s'identifie à des personnages non hétéros, quoi. On a toujours regardé des fictions qui mettaient en scène des hétéros, et ça nous a pas tués. Au contraire, ça a pu nous faire grandir, même si on a manqué de représentation. Donc peut-être qu'on peut nous rendre l'appareil, ça peut être intéressant pour tout le monde. Est-ce que le pink screen, vous sentez aussi dans l'évolution qu'il y a un changement des personnes qui viennent assister au film ? Alors c'est un festival queer qui annonce la couleur, ici on traite des questions LGBT, mais est-ce que vous arrivez à attirer un public plus varié, oui, je pense, plus hétéronormé, pour le dire clairement. Hétéronormé, je ne sais pas. Je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas. Mais par contre, oui, je veux dire, c'est pas limité à la case LGBT comme spectateur. Il y a vraiment un public beaucoup plus vaste maintenant qui est curieux de cinéma, tout simplement, qui veulent voir des films qui, ailleurs, ils ne le verront pas. Enfin, par 4-5 qui sortiront en salle, la plupart des films qu'on présente, hélas, ne sortent pas en salle. Donc, il y a énormément de documentaires aussi dont ils traitent de sujets très particuliers, etc. Donc, je pense, oui, il y a un public beaucoup plus vaste que
la case LGBTQI et plus. Et justement, ce festival commence le 10 novembre, dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez envie de partager ? Quels sont vos coups de cœur ? Qu'est-ce qu'il faut aller voir ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer ? Il faut tout voir, mais je suis assez content de présenter un réalisateur portugais qui, hélas, n'a jamais été... Il a déjà fait 6 longs métrages, aucun de ses films n'a jamais été distribué, je pense, en Belgique. En France, par contre, il l'est. C'est João Pedro Rodrigues. On va avoir des images du film qui sera présenté en ouverture. Vous pouvez continuer, on verra les images, mais on peut en parler. On présente son dernier film, Feu follet, mais on présente une rétrospective de tout ce qu'il a réalisé précédemment, dont le formidable Au Fantasma, mais aussi les autres. Mourir comme un homme est un film extraordinaire aussi. Et donc, on passe des courts-métrages, il y aura une masterclass avec lui le 18 novembre. Donc il sera là. Il sera là avec son compagnon avec qui il réalise pas mal de ses films. Et alors, pour aller retrouver le programme du Pink Screen, ça se passe sur votre site internet. Il y a plein de choses, plein de films, des expositions aussi, des débats, des conférences, des lectures, et tout ça dès le 10 novembre. Le Pink Screen, Laurent Micheli, c'est un festival auquel vous assistez encore en tant que réalisateur bruxellois ? Oui, carrément. Pour les raisons que Jacques évoquait, c'est-à-dire que c'est un endroit dans lequel on peut découvrir toutes sortes de films qu'on ne pourra pas découvrir ailleurs. Ça, c'est hyper réjouissant, surtout quand on aime le cinéma. Et puis, j'avoue que moi, en plus de ces questions de cinéma, c'est aussi un des moments dans l'année où j'ai la sensation de me sentir un peu à la maison, d'être entouré de personnes qui me ressemblent, qui me font du bien, avec une ambiance qui est, je trouve, assez rare à Bruxelles et donc précieuse. Oui. Très festive, c'est important. Ouais. Caroline Taillet, la suite de la théorie du Y, cette saison 3 disponible partout, est-ce que ça va encore se prolonger ? Projet co-réalisé avec Martin Landmeter, c'est ce qu'on peut encore espérer une saison 4 ? Alors on n'en a pas encore parlé, je ne sais pas. Franchement, on fonctionne vraiment à l'impulsion. Après les 2 premières saisons, on n'avait plus de choses vraiment à dire avec les personnages qu'on avait créés, d'où notre idée de se dire ok, là la RTBF nous propose une saison 3, est-ce qu'on a encore des choses à dire ? Et là est venue l'idée de la bisexualité masculine, on a changé d'angle et on a vraiment eu des choses à dire. Et ouvert des pistes, le polyamour, la pansexualité aussi, on en a parlé, c'est des thèmes qui seront traités dans Extra Nostro. Est-ce que par rapport à il y a 3 ans, ce que vous allez réaliser aujourd'hui, il y a des choses où vous vous dites ça a complètement changé, ou moi-même je dois évoluer dans ma manière de faire la série, de faire du cinéma ? En fait, le fait que tout à coup je puisse faire une saison et des épisodes beaucoup plus longs, ça va permettre vraiment d'étendre, parce qu'il y avait quand même une frustration dans des épisodes très courts, même si il y avait plusieurs personnages, mais quand même il y a tellement de choses à dire, tellement de personnages possibles. Et là, je vais pouvoir vraiment ouvrir et effectivement ouvrir sur des sujets plus précis et plus particuliers. Donc, je suis assez satisfaite. À suivre. Ouais. Et les anciens épisodes sont toujours à voir sur YouTube. Oui, ça reste toujours sur YouTube. Ouais. Ça reste sur YouTube. Laurent Micheli, un prochain film à nous annoncer. Une adaptation, cette fois. Ouais, annoncer, je sais pas. En tout cas, c'est ce que je fais pour l'instant. L'adaptation d'un roman qui s'appelle Nino dans la nuit. Donc, c'est l'histoire d'une jeune bande de jeunes... à Paris, des jeunes assez précaires. Ça parle beaucoup de je sais pas, la fin de l'adolescence, la fin du rêve un peu, et puis le manque d'espoir que la société d'aujourd'hui propose, et donc de ces jeunes qui se laissent pas faire et qui ont envie d'aller aussi péter des murs et construire des choses meilleures. Tout ça sur fond de familles qu'on s'invente, de beaucoup de fêtes pour expulser. Famille d'Adelpht, où finalement les questions de genre et de sexualité sont complètement, en tout cas, dégenrées, dénormées. Et c'est ce que j'ai aimé aussi beaucoup dans ce roman, moi, c'est que donc, le personnage principal est un jeune mec cis hétéro. Je ne pensais pas qu'un jour j'écrirais un film avec un personnage comme hétéro et cis, mais en même temps, je trouve que c'est aussi hyper important aujourd'hui de s'emparer de ces personnages-là qui sont en fait hyper déconstruits et qui ont des relations à la sexualité,
au genre, qui sont très fluides, très libres, et que c'est beau aussi que nous, justement, on s'empare de ces personnages-là et de ces récits, et qu'on en fasse des fictions, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4 pour avoir participé à cette émission. Il y a un appel au casting qui est lancé, on l'a vu d'ailleurs à l'image, vous cherchez encore des actrices pour ce projet de film. Le Pink Screen, c'est bientôt, ne manquez pas, vous avez compris où aller voir les productions dont on a parlé aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.